l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer donc comment on est arrivé, nous, à se poser des questions au niveau de la supervision pour essentiellement notre infra Citrix. Quel est le projet à l'origine de ça? Et comment on est arrivé, en fait, pour quelles raisons on est arrivé à faire un POC avec effectivement la société Coserve IT. Rapidement, donc le pays voironnais, hein, ça, je suis obligé de faire ça. Il faut que je présente d'où je viens quand même. Donc, c'est 31 communes. Il y a à peu près un bassin de population de 100 000 habitants. Et c'est un budget, ça c'est un peu ancien, on est plutôt autour de 270 millions d'euros aujourd'hui de budget. Les compétences, c'est les compétences, tout le monde connaît ça. Hein. Vous habitez tous une commune qui forcément fait partie d'une agglomération. Donc, il y a un certain nombre de compétences qui sont plus gérées par votre commune, mais qui sont remontées à l'échelle intercommunale. Donc, si on écoute les politiques, c'est pour des questions d'efficacité, de mutualisation, de trucs, ce qui est souvent vrai, même tout, ouais, on peut le dire. Et donc, mais par contre, ça, en fonction du statut de la collectivité, que c'est une communauté de communes, communauté d'agglos, métropole, vous avez un champ de compétences qui peut être un peu différent. Donc, le Pays voironnais, c'est une agglomération, donc c'est une structure, je dirais, intermédiaire en termes de dimension. Et nous, on gère tout ce qui est développement économique touristique, c'est-à-dire qu'on gère des zones d'activité dans lesquelles on fait venir des entreprises pour se déployer. C'est pour ça aussi qu'on gère, par exemple, moi, dans ma compétence, je gère l'aménagement numérique du territoire, le déploiement de la fibre optique pour que j'ai un territoire attractif qui soit intéressant pour les entreprises. Aujourd'hui, si vous faites une zone d'activité et que vous n'avez pas du haut débit, c'est un peu compliqué, même pour, assez surprenant, un petit artisan, il a besoin du haut débit. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Donc, c'est vraiment des contraintes. Donc, ça fait partie des choses qu'on gère. Il y a donc tout ce qui concerne l'aménagement de l'espace communautaire, l'environnement et le cadre de vie. Donc, c'est en gros tout ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères, l'entretien de certains niveaux de route, hein, puisqu'il y a des échelons entre les départements, les agglos. Chacun gère ses petites routes, celles qui sont à lui. Voilà. Et puis, tout ce qui est aussi une dimension sociale, politique de la ville, hein, tout ce qui est aide sociale. Donc, il y a aussi le département qui intervient, mais nous, on intervient beaucoup au niveau des aides à domicile, des EHPAD, des choses comme ça. Donc, tout ça, on intervient dans ces domaines-là. Donc, ceci fait que tous ces métiers-là, vous vous en doutez bien, ils ont des besoins informatiques et à partir de là, ils ont des applications. Ce qui fait qu'au Pays voironnais, on a à peu près un portfolio aujourd'hui, on n'est pas loin des 200 applications métiers à gérer sur des choses extrêmement diverses, comme vous pouvez le voir. Ce qui fait un peu la particularité de nos métiers par rapport à d'autres métiers. Quand on est dans la banque, il n'y a pas tant d'applications, c'est très vertical. Nous, on est tout ce qui est plus horizontal et on a des spectres extrêmement larges. Quelques chiffres aujourd'hui, donc on a à peu près 1800 agents directement au niveau de notre structure, il y a à peu près 1300 postes de travail, on a 450 serveurs, donc on a beaucoup de serveurs proportionnellement parce qu'on est dans l'environnement Citrix, bien entendu. Donc vous voyez là, je dis 190 applications métiers, c'est pareil, ça c'est un peu mettre à jour, et on a 75 sites distants, donc interconnectés sur notre réseau. Et pour tout ça, on a une direction des services numériques qui comprend 16 agents. L'environnement technique qu'on a, donc ça, je l'ai déjà exposé plusieurs fois, mais on va faire un tour rapide. Nous, on a deux grands principes, c'est la virtualisation et la centralisation. Pour tout ce qui est virtualisation, on est sur les technologies VMware. Vous verrez, pendant un moment, on a été aussi sur les technologies Citrix, hein, au moment de Xen Server. Aujourd'hui, très clairement, on l'est beaucoup moins. Comme on est des petites équipes, c'est compliqué d'avoir des champs de compétences très larges. Donc, on essaye de rationaliser effectivement la nécessité des compétences, donc à ne pas multiplier les solutions dans nos systèmes. Donc, pour tout ce qui est virtualisation, on se concentre plutôt aujourd'hui sur du VMware, avec en termes de stockage du vSAN, bien qu'on ait aussi une grosse infra Datacore.
chez nous. La centralisation, c'est du Citrix. Avec nous, le poste de travail, c'est un bureau virtuel et un client léger. Ça, c'est une techno qu'on a mis en place, nous, dès 2016. Enfin, on l'avait déjà utilisé, mais qui a été vraiment déployée à grande échelle en 2016, où on a eu effectivement cette approche de dire, nous, un poste de travail, c'est un bureau virtuel avec un client léger. Tout ça pour faciliter la maintenance et les interventions à distance. Au niveau de la personnalisation et du poste de travail, on s'appuie sur les technologies REST Software. Donc, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui en tant que tel. Ça a été racheté par Ivanti. Par contre, c'est toujours le produit REST. Ça a changé de logo, qui est vraiment un produit absolument exceptionnel. Découverte qu'on a faite au travers de Miel il y a déjà très très longtemps. Je pense que j'ai été un des premiers clients français à utiliser cette techno grâce à Miel, qui permet vraiment d'avoir une construction dynamique du poste de travail au moment du logging en fonction du profil de l'utilisateur. Donc pour nous, c'est extrêmement intéressant ça. En ce qui concerne la sécurité, on s'appuie sur les technologies naturellement NetScaler pour les accès distants. Notre infra de sécurité, elle est aussi Palo Alto, bien évidemment. Et pour tout ce qui est authentification forte, puisqu'on a depuis le début, nous, de la construction du système, le système a été construit pour qu'on puisse se connecter selon le fameux triptyque de Citrix de l'époque, Anywhere, Any Device, Anytime. Et donc, en fait, on a forcément ajouté à ça une dimension authentification forte, indispensable quand on est dans ce type d'approche. Donc, on a historiquement les technologies SafeWord for Citrix, rachetées X fois, qui aujourd'hui s'appellent SafeNet, Gemalto et sont chez Thales aujourd'hui. On a eu, dans le cadre du déploiement du télétravail, et ça avait fait l'objet d'une présentation que j'avais faite l'année dernière, dans le cadre du club toujours, on a intégré le Google Authenticator pour des questions de rapidité et aussi de coût suite à l'augmentation, enfin au passage en télétravail de l'intégralité quasiment, enfin 90% des personnes de la collectivité. Donc ça avait fait l'objet d'une présentation. Et on utilise aussi une technologie MFA différente qui s'appelle Inwebo, alors pourquoi on a rajouté aussi cette techno? C'est pour ce qu'a évoqué Nicolas, le fait qu'on est obligé de posséder quelque chose. Et grâce à cette techno Inwebo, on peut s'affranchir soit du smartphone, soit du token, puisque en fait, on a un token virtuel qui s'installe sur le poste sur lequel on veut faire la connexion. Donc, pour nous, ça présentait un avantage parce que dans le cadre du télétravail, tout le monde n'avait pas de smartphone et les élus n'ont pas souhaité dispatcher au moment du problème 200, 250, 300 smartphones uniquement pour ça, quoi. Alors, au niveau de l'infra, ça, c'est une vision globale. Donc, c'est important parce que c'est en fonction de ça qu'a été construit, en fait, l'approche qu'on a faite ensuite sur Coserve IT. Donc, on a en bas ici la partie Internet. Donc, on se connecte au travers d'un simple navigateur avec une authentification forte, donc suivant une des technologies qui ont été évoquées. On arrive sur des NetScaler. Ces NetScaler vont eux-mêmes sur des load balancers NetScaler qui derrière arrivent sur les parties storefront et les delivery controllers pour arriver sur en fait les hyperviseurs que sont les VMware. Sachant que nous, la particularité qu'on a, c'est qu'on utilise toute la chaîne en fait des environnements Citrix, c'est-à-dire qu'on a un provisioning des serveurs Citrix avec PVS, c'est-à-dire que tous les matins, en fait, toutes les nuits, les serveurs Citrix rebootent et sont refaits, ce qui fait que quand les personnes arrivent le matin, les machines sont neuves. Tous les matins, on a des machines neuves. Donc, ce qui est extrêmement intéressant en termes de fonctionnement. D'une part, ça permet de réduire considérablement le nombre d'incidents
qui apparaissent au niveau du support, qui remontent au niveau du support. Et d'autre part, ça nous donne une agilité extrêmement importante pour pouvoir supporter des augmentations de charges. Et vous verrez tout à l'heure par rapport au projet, et entre autres dans le cadre du projet de télétravail, pour nous, ça a vraiment été le passage en télétravail. Le lendemain de l'annonce, nous, on était en capacité de pouvoir fournir un poste virtuel à l'intégralité des gens qui en faisaient la demande, grâce à la souplesse, l'agilité de cette infra. Donc ici, vous voyez qu'il y a du VMware et il y a du Xen Server. On avait effectivement aussi une partie Xen Server parce qu'on a des métiers de type architecte, constructeur, etc. chez nous, bureau d'études, qui nécessitent des postes de travail type station. Et à une époque, on avait une infra Xen Server avec des cartes NVIDIA pour pouvoir faire des postes virtuels station de travail vGPU dessus. Donc, c'est une technologie qui marchait bien. Le problème, c'est qu'elle est très coûteuse, en fait. Et les nouveaux modes de licensing, entre autres proposés par NVIDIA, avec des licences. Moi, je suis dans des systèmes aujourd'hui où je n'ai pas de licence. Je découpe mes cartes, mais il n'y a pas de notion de licence. Ils ont changé tout ça, et ce qui fait que ça revient vraiment beaucoup, beaucoup plus cher. Donc aujourd'hui, c'est une partie qu'on est en train de décommissionner et on retourne sur un système classique avec des postes durs pour les stations de travail. Par contre, sur lesquels on installe le client VDA Citrix pour pouvoir permettre l'accès à distance. Finalement, on conserve la souplesse et ça nous revient beaucoup moins cher. Donc, c'est beaucoup plus facile à gérer que la partie arrière. Et finalement, on ne perd pas tant que ça en termes d'administration. Au niveau de la supervision de cette infra, donc avant le nouveau projet et le fait qu'on évalue la solution Coserve IT, nous, on utilise, comme beaucoup de gens, CheckMK. Donc, dans l'édition open source, c'est-à-dire avec le propre moteur, donc c'est le moteur. C'est le moteur Nagios, parce que CheckMK ont une version commerciale dans laquelle ils ont a priori développé leur propre moteur qui est beaucoup plus performant. On ne sait rien, nous, on est resté sur l'application open source. Avec une approche classique, avec des surveillances qui sont fondées sur l'état du système grâce à un certain nombre de seuils qu'on définit, des métriques qui nous permettent de faire des analyses de séries temporelles sur certains phénomènes, et puis le déclenchement d'événements qui entraînent différentes actions. Donc ça, c'est quelque chose qui répond très bien à un besoin propre d'infrastructure, c'est-à-dire de techniciens. Alors là, on a l'exemple du tableau de bord qu'on a chez nous. Vous voyez, ce n'est pas user-friendly comme ce qu'on vous a présenté il y a 5 minutes. Mais bon, c'est pour des techs, c'est de l'exploitation, ça correspond aux besoins. Donc, jusqu'à présent, on était plutôt, on avait un outil qui faisait le job. La modification qui s'est passée, c'est qu'on a eu, de la part des élus, une demande d'évolution de notre système dans la mesure où les élus ont souhaité qu'il y ait un travail de mutualisation des services informatiques au niveau de l'agglo pour les mettre à disposition de l'ensemble des communes qu'ils souhaitaient. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous voulez, on est sur ce qu'on appelle un service commun, c'est-à-dire qu'on a une DSI qui opère les systèmes à la fois de l'agglomération et de la ville-centre. Ce service commun, il a été créé en 2016. Et quand en 2016, on m'avait fait la commande de cette infra, on m'avait bien dit, attention, aujourd'hui, ça, c'est une première phase, mais dans les années futures, il faudra que le système que vous proposez, il puisse permettre l'intégration potentielle d'autres communes qui souhaiteraient rejoindre le dispositif. Donc, c'est pour ça qu'on était parti sur cette infra que je vous ai présentée, Citrix, virtualisation, centralisation, avec toute l'agilité implicite de ce mode de fonctionnement pour pouvoir répondre à ce type de demande. Donc, ce point ayant été validé par les élus, il a fallu réfléchir à une vraie évolution de ça,
à une échelle totalement différente, hein, puisqu'on parle de 31 communes au lieu de 2. On parle de plus de 400 sites supplémentaires, hein, puisqu'il faut gérer l'ensemble des sites de toutes les communes. Et en fait, ça revient à ce que le Pays voironnais, l'agglomération, devienne en fait un opérateur cloud pour l'ensemble des communes qui le souhaitent. Donc, ça veut dire qu'on se transforme en fait en centre de services avec un catalogue de services qu'on propose aux communes et des communes qui achètent ces services en fonction de leurs besoins. Et c'est là que, effectivement, notre approche classique, basique, je dirais, CheckMK pour la supervision, pêche un peu, puisque à partir du moment où on passe de catalogue de services, hein, on a des dimensions, c'est quelque chose que j'ai rédigé dans un esprit utile, donc avec des engagements de service. Donc, on a besoin de SLA pour pouvoir démontrer qu'on respecte bien ce que l'on vend. Et donc, je suis parti à la recherche d'une solution, effectivement, sur laquelle m'appuyer pour pouvoir permettre de répondre à ça. Donc, c'est pour ça qu'on est parti j'ai eu sur un salon rencontré ServiceNav. Et donc, j'avais trouvé intéressant leur approche, ce que vous avez vu. Et donc, l'idée a été effectivement de mettre en place un POC pour ça. Alors, je tiens à préciser que c'est un POC qui a été acheté, ce qui est important, hein, puisque c'est une vraie prestation de service qui a été faite. Hein, donc, c'est important dans la démarche. Il n'y a pas de démarche, je dirais, commerciale biaisée sur cet aspect. J'ai un besoin, j'ai acheté une prestation de service auprès d'un prestataire pour évaluer une solution par rapport aux besoins que je viens de vous exprimer. Alors ici, vous avez une représentation de l'ensemble des communes. Donc là, on a le fameux le POP, hein, c'est-à-dire le POP opérateur de trucs, les fibres optiques qui déployées sur le territoire, l'ensemble des communes et des différents sites. Et ici, la boucle optique en 10 gigas qui relie l'ensemble des sites principaux de l'agglomération et sur laquelle sont bouclés. Dans ce process, on est en train de finaliser la construction d'un deuxième data center. Ce qui fait qu'on aura, aujourd'hui on a 2 salles, mais on a une salle qui est je dirais une demi-salle, qui n'est pas une vraie salle. Là, avec ce projet, on aura 2 salles machines complètes avec un système de redondance, donc en mode actif-actif, d'où des technologies comme Datacore et comme vSAN pour pouvoir gérer au mieux les tolérances de panne sur cette infra. Alors, qu'est-ce que j'attendais dans le cadre de mise en place de ce POC au niveau de ServiceNav? Tout d'abord, la partie, ce qu'a montré un peu Jean-Yves là, la représentation cartographique de l'infra. Donc ça, c'est très important parce que, vous voyez, à l'échelle d'un projet comme ça, moi, j'estime que c'est important que les techniciens qui, entre autres, gèrent le support, comprennent, en fait, puissent comprendre assez rapidement ce qui arrive, d'où vient le problème. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que nous, avec CheckMK, on n'a pas du tout cette vision-là. Hein, sur une dimension technique, on a bien l'incident qui remonte, tel serveur, tel service de telle machine est en panne, mais c'est compliqué pour eux de visualiser où ça se situe dans l'infra et quelles pourraient être les conséquences d'un problème à ce niveau-là, les conséquences engendrées par ce premier problème. Donc ça, c'est important. Donc, avec ServiceNav, on a cette possibilité, donc ce que Jean-Yves a montré et ce qu'on va revoir là pour notre cas particulier, on peut faire une représentation cartographique qui permet aux techniciens de voir très rapidement si le problème qui apparaît, il peut avoir des incidences importantes ou pas, et la façon dont il faut réagir. Ensuite, deuxième chose, c'était une visualisation extrêmement rapide de l'état de santé du système. Donc, ça permet d'avoir une amélioration des incidents, du temps de résolution des incidents, éventuellement de pouvoir être proactif et d'avoir donc en conséquence une amélioration de la qualité de service
qu'on apporte sur le système qu'on est censé opérer. Et ensuite, autre point extrêmement important, et là directement lié à cette nouvelle mission de création de catalogue de services, c'est la publication des indicateurs avec la disponibilité de la performance des différents niveaux applicatifs. Ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, cette dimension de la communication, elle est totalement inexistante chez nous, ce qui est une très mauvaise chose. Une DSI doit communiquer sur l'état de ses systèmes, etc. Le problème, c'est que c'est souvent très compliqué. Vous voyez bien que quand on passe de check MK à expliquer à une direction métier son système qui fonctionne pas, c'est vite compliqué. Cette notion de météo des services qu'apporte ServiceNav est quelque chose d'extrêmement intéressant et qui permet de relayer automatiquement avec une approche de type temps réel, au temps de synchronisation près, mais sur un temps vraiment très, très réactif, sur effectivement quel est le niveau de service. Ensuite, ce qu'a expliqué Jean-Yves, c'est le fait de pouvoir partager ces éléments, c'est-à-dire qu'on construit ces tableaux de bord, on peut les partager dans un portail très simple qui permet à l'utilisateur, qui ne va pas du tout sur l'infra technique, mais qui a une page web qui se connecte directement et qui permet de remonter cette météo directement au niveau de la bonne personne. D'autre part, au niveau, donc moi, je fais partie du comité de direction, donc régulièrement, je dois faire remonter toutes ces informations au comité pour signaler les incidents, voir comment les choses évoluent, etc. Et là, ça permet d'avoir des informations qui sont très simples. C'est pareil, au comité de direction, on ne rentre pas dans les détails. Donc, il faut avoir une information qui est pertinente tout de suite et possible, et avec l'explication qui va bien derrière. Donc, ici, sur ce premier élément qui est la cartographie de l'infra, là, on a effectivement la modélisation qui a été faite de notre infra Citrix telle qu'elle est réellement chez nous et avec les différents points comment on appelle ça là, de points de surveillance. Points de surveillance. C'est les métaux de service. Points de surveillance donc, qui sont faits aux différents niveaux. Donc ici, on voit les accès depuis la partie, donc on a la chaîne complète, depuis la partie accès à l'extérieur, soit en passant par les Netscalers, soit en passant par aussi les Netscalers, mais directement sur le storefront, sans toute la couche de sécurité, puisqu'on est à l'intérieur de la collectivité, on n'est pas sur un réseau externe, l'infra des storefronts, l'infra des delivery controllers, et en dessous, toute la partie PVS, qui est la fourniture donc des services, des serveurs Citrix sur lesquels s'opèrent les sessions Citrix qui sont exécutées. Donc, on verra après dynamiquement, Jean-Yves vous montrera dynamiquement en se connectant sur l'infra. Ensuite, on revoit ce qu'a déjà ébauché Jean-Yves au niveau de la construction. Donc, quand on rentre dans le détail de ces points de vigilance, ces points de vigilance, ce n'est pas un seul point, c'est un point qui correspond, vous voyez, à un ensemble de paramètres qui sont sur chaque machine différents services. Ces services, est-ce qu'ils sont critiques, pas critiques, etc. et qui permettent de remonter effectivement en temps réel le niveau de service que l'on obtient sur la surveillance qu'on peut mettre en place. Ici, la météo des services, donc justement la partie sur laquelle on peut faire une simple connexion pour nos utilisateurs de manière à ce qu'ils aient rapidement une vision sur ce qui se passe. Alors, vous voyez, par exemple, ici sur Citrix, on a un soleil donc sur le moment. Là, donc là, c'est statique, c'est un screenshot que j'ai fait à un instant donné. Et on voit un taux de disponibilité de 96,78. Donc après, si on troubleshoot ça, on va voir pourquoi est-ce qu'il y a eu un problème sur les accès via le storefront, via le Netscaler, etc. Tout ça, on peut le loguer. De la même façon, là, il y a un problème sur la partie infra Active Directory, mais avec des taux quand même de disponibilité qui sont très forts. Donc, c'est marqué en rouge parce qu'on s'est obligé à mettre un seuil où on dit là, on doit être parfait, ça doit être 100%. Donc, si ce n'est effectivement pas 100% qui remonte, eh bien, on bascule en rouge sur le système. Donc, voilà le concept d'approche.
qui nous a amené à aller tester cette solution ServiceNow, avec le fait que moi, ce qui était important pour moi en tant que DSI dans cette approche, c'était à la fois le fait de pouvoir avoir un niveau de communication, combler ce manque de communication facile que je n'avais pas avec ce que j'avais, et d'autre part, que j'ai un produit qui puisse en fait remplacer l'ensemble. Parce que pour moi, il n'était pas concevable de rajouter encore une brique sur la supervision. Donc, ça allait énormément complexifier le système. Donc, il me fallait un système qui soit capable à la fois de répondre aux exigences des techs, donc avec des aspects très pointus sur les services, etc., et donc qui demandent beaucoup moins comment dire, ils sont moins regardants sur la façon dont arrive l'information. Et puis, toute cette partie communication qui est effectivement extrêmement importante dans le cadre du projet de centre de service. Quand on se place dans une position comme ça d'opérateur pour d'autres communes, on prend des engagements, hein, les gens signent des contrats, ils payent, et souvent, ils demandent, hein. Ils disent ah, moi j'ai payé ça, comment ça se fait que c'est pas là, etc. Donc nous, on a besoin, dans ce cas-là, et c'est tout à fait normal, d'avoir des outils, des métriques qui nous permettent de démontrer que on est bon dans le service, on est dans les marges du service qu'on a vendu, ou on ne l'est pas, et à ce moment-là, on se corrige, etc. Voilà. Donc, donc ce qu'on a vu aussi, l'autre point extrêmement important, c'est, vous voyez, ce type de rapports qui sont produits de manière automatique à partir des données qui sont collectées. Hein, ça, c'est des choses qui sont entièrement automatisées, qu'on produit régulièrement, et ça, qui sont développées quand on a des soucis particuliers, qui peuvent être commentés et présentés en comité de direction pour donner des explications très précises sur quel type d'incident on a rencontré. Et c'est aussi un outil extrêmement intéressant d'aide au pilotage pour voir justement comment on fait évoluer le système. On voit où les choses pêchent et où il faut effectivement concentrer son attention, essayer de trouver des solutions complémentaires pour corriger ces problèmes qu'on rencontre. Donc voilà le cheminement qui nous a amené vers ce type de solution qui répond très bien à ce qu'on attendait. Donc là, ce que je propose, c'est que, donc, voyez, on va se connecter directement sur l'infra. Hein, vous êtes en live sur l'infra de prod. Donc là, je tiens à le préciser, hein, il n'y a pas de, vous êtes vraiment sur l'infra temps réel, là, ce qui se passe chez moi. Là. Voilà, donc j'espère que je ne vais pas avoir de mauvaise surprise. Le téléphone n'a pas sonné. Donc, non, là, l'idée déjà, bon, bien sûr, sur quoi se basent ces dashboards? Forcément, derrière, ça se base sur des points de contrôle qu'on a mis en place. Hein. Donc, des points de contrôle qu'on a mis en place, on les retrouve ici. On a 28 équipements, on a mis 324 services. Il n'y a pas que du Citrix dedans, parce qu'on a travaillé aussi un peu sur du VMware. Nous, on essaie de présenter le produit, hein, on ne fait pas du Citrix. Hein. Donc voilà, on a déjà mis en place des points de contrôle. On a laissé tourner un peu tout ça et après, on a fabriqué un dashboard. L'idée, c'était vraiment de voir la chaîne complète. Donc, l'idée aussi, c'était de mettre nous, on travaille avec des boîtiers de supervision. En fait, ce n'est pas des agents qu'on va mettre sur les équipements, c'est des boîtiers de supervision, c'est des appliances qu'on positionne. Et là, on a mis une appliance dans notre cloud à nous, c'est-à-dire qu'on a vraiment une visu depuis l'extérieur, en fait, comme si vous étiez un utilisateur lambda de la communauté, quoi. Donc là, on va attaquer directement le point de contrôle depuis un boîtier de supervision qui est dans notre cloud. Ça, c'est typiquement la position d'un utilisateur en télétravail chez moi. Il se retrouve, il fait ce chemin-là. En fait. C'est exactement ça. Donc, on rentre dedans. Derrière, c'est quoi? C'est une méthode de service qui est basée sur simplement un point d'accès qu'on va regarder, qui est le test de connexion au portail, quoi. Derrière, on va pouvoir, nous, on va gérer des métriques. On va avoir les métriques, le temps d'accès, etc. Et derrière, les données collectées, ça, c'est les données actuelles. Hein. Derrière, nous, on calcule aussi des moyennes. Donc, tous les soirs, les données collectées, on va fabriquer des moyennes heures de pic. On a une métrique par jour après, ce qui permet justement derrière, pour les rapports, d'avoir un peu tout ce genre de métriques. Donc ça, c'est les points d'accès. Pareil, ici, on a la même chose. Et derrière, on a les NetScalers. Les NetScalers, il y a ceux qui viennent de la DMZ.
Donc ici, c'est pareil. Derrière, c'est une météo de service qui est liée au Netscaler. On va checker sur le Netscaler que le Netscaler fonctionne bien, que les vServer states sont OK, etc. Donc, on va chercher quand même de l'information pertinente sur les équipements. Et comme c'est des clusters, derrière, on fait forcément des liens dégradants. Donc, si un des deux ne fonctionne pas, on va passer par celui-ci, etc. Donc, il faut réagir rapidement quand on est en mode dégradé. Je vais juste rajouter une chose, c'est que, je ne sais pas si vous avez observé, mais c'est quel que soit l'objet sur lequel vous avez cliqué, c'est toujours la même page qui apparaît en fait. Je parlais tout à l'heure d'ergonomie, c'est ça aussi. C'est qu'on a réussi à centraliser dans un seul écran en fait tous les paramètres qui sont liés à chaque objet qu'on voit. L'idée, c'est que ça soit facile à apprendre. C'est vraiment l'idée, c'est de modéliser au plus simple. Donc, une équipe support qui a ce schéma-là, s'il a un point rouge quelque part, il sait d'où ça vient. Il y a un Starfront qui est tombé, il est au courant, tout de suite. Moi, ce qui est important pour moi en tant que par rapport aux équipes support, c'est que vous voyez, avec un schéma comme ça, le technicien, il a une compréhension rapide en fait de l'ensemble de la chaîne du système. Quand on est sur l'approche que j'avais jusqu'à présent, CheckMK, moi, je reçois juste un truc, voilà, j'ai telle machine. Mais le temps, faut que le technicien il se mette en tête où est-ce qu'est cette machine, à quoi elle correspond, à quoi elle est liée, etc. C'est compliqué. Il ne le fait pas, en fait. Lui, il se dit, voilà, j'ai ce service-là qui est en panne, je vais checker ce service. Mais quelle peut être l'incidence ou les conséquences de ça? C'est compliqué. On ne lui donne pas les bons outils. Avec une cartographie comme ça, c'est sûr que c'est absolument génial, quoi. Voilà. Je veux dire, la personne, elle peut très rapidement voir quelles peuvent être les conséquences d'un incident à un endroit donné. Et là, si on prend Citrix, ça regroupe tout. Donc là, vraiment, on calcule un taux de disponibilité, mais surtout donc, sur les Starfront. Et là, on voit que c'est que des impacts bloquants. Donc derrière, il faut que tout fonctionne. Donc tout fonctionne. Derrière, vous voyez, si je la déploie, la météo, on va vraiment très loin, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est si j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas, derrière, j'ai un arbre de résolution qui me dira dans quelle branche j'ai mon problème. Ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, mais il y a un paquet de rectifier. Voilà. Ouais. Derrière, on voit aussi, donc ici, on a le nombre de connexions, on peut aller voir les nombres de connexions, etc. Là, je l'ai représenté à nouveau ici. Donc, ce qui est important sur Citrix, c'est le temps de connexion, c'est bien compris. Les durées moyennes de connexion, voilà, généralement, vous êtes sur en durée moyenne. On va checker les durées moyennes de connexion avec les maximums, etc. Il y a un diamétrique aussi de Netscaler. Ouais. Et là, on voit d'ailleurs, ça c'est le nombre de sessions de Citrix. Donc, on voit les gens se connectent à partir de telle heure, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est ici, le matin, on voit que les matins, les PVS font bien leur boulot, parce qu'au niveau des métriques, ici, on voit bien qu'il y a des pics. Donc, en fait, donc là, on voit à quelle heure les PVS redémarrent l'ensemble des serveurs. Donc, c'est entre 3... voilà. Ouais, c'est à 3 heures du matin, généralement. Là, on voit, c'est 3h57. Voilà, c'est là il y a des pics. C'est là où vous redémarrez à chaque fois vos Netscaler. Donc, derrière, on a tous ces points de contrôle-là qu'on peut suivre. Alors là, ça reste sur du Citrix. Donc, Citrix, ce qu'on a fait, ce qu'on a modélisé, ce qui est important, c'est l'Active Directory. Si l'Active Directory ne fonctionne pas, Citrix ne fonctionne pas très bien. Et c'est pour ça qu'on voit aussi que les taux de dispo aussi sont aussi liés à l'Active Directory. Si les résolutions DNS ne se font pas, etc., forcément, Citrix va être impacté, quoi. Et après, derrière, je ne sais pas si je présente d'autres choses, mais on a tous. Non, mais c'est bon. Les autres après, ce que je veux faire, c'est qu'effectivement, là, moi, la présentation aujourd'hui, elle est concentrée sur Citrix parce que c'est le cœur effectivement, de notre infra du truc. Mais derrière, il y a plein de choses. Il y a des applications Cyril, une application métier. On a fait un test effectivement sur une application Cyril. Nous, c'est les logiciels métiers, RH et finance. Donc, c'est le cœur du réacteur. Donc, ces machines-là, effectivement, on a vu comment on pouvait effectivement, ce que ça pouvait apporter en complément, même si le focus au départ du POC, c'était vraiment la partie Citrix, mais on en a profité effectivement pour voir aussi quelque chose à côté, puisque comme l'a montré Jean-Yves, on peut faire plein de choses différentes. Là, il y a des éléments Wi-Fi. Voilà. Nous, on a plus de 450 bornes Wi-Fi réparties sur tout le territoire. Des routeurs fibres que vous allez mettre en place plus tard pour les superviser exactement dans une carte. Il y a tout ça qui peut être… il y a des infra VMware. Donc là, on a le fameux cluster VMware sur lequel s'appuie toute l'infra Citrix.
Donc voilà, on peut aller assez loin dans la représentation graphique en fait. Et après, bon, c'est vrai que ce que disait aussi au niveau des MCO, c'est des incidents de supervision, on les retrouve ici, ça c'est ce qu'on a actuellement, mais bon, on va dire, c'est des points de contrôle qui ne sont pas critiques chez vous, quoi, qui ne font pas partie de météo, donc qui ne dégradent pas des SLA, quoi. Mais vous avez des soucis sur quelques notamment l'oracle, vous êtes un peu mal dimensionné sur les taux. Et derrière, ça, l'oracle, c'est la base de données des fameuses applications métiers sur lesquelles on travaille, qui sont de la responsabilité de notre prestataire. Ce n'est pas nous qui les gérons, en fait. Et derrière, bon, de toute façon, ça, c'est tout ce que vous allez retrouver, hein, aux problématiques actuelles, les disques IO qui ne sont pas bons. Et nous, ce qu'on a mis en place aussi, c'est la recommandation de seuil. Typiquement, ça, c'est de l'intelligence artificielle derrière. Bon, l'intelligence de seuil va observer, en fait, sur la base des 3 derniers mois, il faut au minimum 15 jours de données. Mais après, plus on a de données, mieux on observe. Et donc là, on peut dire, bah oui, vous avez des problèmes sur l'IORIT, sur tel ESX, mais voilà, c'est parce que vous avez mal positionné vos seuils. Oui, il y a des ajustements à faire. Il y a toujours des ajustements. La supervision, de toute façon, il y aura toujours des ajustements à faire. Là, si on veut par exemple modifier les seuils, là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il suffit d'aller reconfigurer les seuils avec les bonnes sommes qu'on nous a données ici.